Il n'y a pas d'alternative à gauche. C'est ce que martelait François Hollande le 17 mai dernier dans un mélange de wishful thinking et de complexe de supériorité. Et c'est en partie pour répondre à ce genre d'affirmation que nous vous proposons un nouvel entretien vidéo et long format sur les gauches du XXIe siècle. Bienvenue donc à tous et bonjour à vous Jean-Louis Laville. Bonjour. Vous êtes professeur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, également coordinateur européen du Karl Polanyi Institute, et vous êtes là parce que vous publiez, enfin vous co-dirigez un article, un ouvrage avec José-Louis Coraggio, Les gauches du XXIe siècle, un dialogue nord-sud. C'est un ouvrage aussi massif que collectif, il y a beaucoup d'auteurs, et ce qui en fait sans doute la spécificité, c'est qu'il y a à peu près une moitié d'auteurs européens, une moitié d'auteurs latino-sud-américains. Donc on va peut-être commencer là-dessus. Qu'est-ce que, pour vous, la gauche européenne, dont on sait à quel point elle est en piteux état, peut apprendre de l'Amérique du Sud, même si Nord-Sud, ce n'est pas simplement des dénominations géographiques. Deux mots peut-être pour commencer sur la genèse du livre. C'est en fait l'origine, le Forum social mondial de 2002 à Porto Alegre. Là, c'est l'occasion de rencontres entre Européens. Donc c'est 13 ans de travail, quoi. Non, pas tout à fait, mais c'est le début d'un processus en tout cas. On se rencontre entre Européens et Sud-Américains avec l'idée qu'on pourrait entamer un processus de travail en commun. Donc pas une comparaison comme on le fait habituellement, mais plutôt un travail collectif, et donc ça a amené une première réalisation qui a été le dictionnaire de l'autre économie, qui avait été publié en 6 langues. Ensuite on a fait d'autres publications, et puis cet ouvrage qui a été publié l'année dernière en Amérique du Sud vient d'être publié en français. Alors je crois que la première chose l'édition du bord de l'eau, je l'avais pas encore dit. Voilà. Je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est que il faut qu'on sorte de ce complexe de supériorité que vous avez mentionné, c'est-à-dire que l'on arrête de penser que nous n'avons rien à apprendre des autres continents et en particulier de l'Amérique du Sud parce qu'il n'y aurait là-bas qu'exotisme ou populisme. Et ça reste quand même une opinion qui est répandue, et il me semble qu'au contraire, il faut avoir une appréhension qui est nuancée, certes, mais qui permet de tirer parti de ce qui a été fait pendant quelques années. C'est vrai qu'on a connu une vague de gouvernements de gauche en Amérique du Sud. C'est important parce qu'ils ont permis de rétablir la démocratie, ils ont permis de reconstituer des souverainetés nationales, ils ont permis de faire revenir un État régulateur et redistributeur. Mais après, il y a aussi certaines limites qu'ils ont rencontrées. Oui, c'est vrai, parce que là, on pourrait dire, parce que vous dites bien que c'est un processus qui a commencé en 2002 lors du Forum social mondial, c'est vrai qu'on se dit, on peut se dire qu'un livre comme ça, il aurait peut-être été plus pertinent il y a 5-6 ans, avant que le Venezuela ne s'enfonce dans la crise sociale et politique, que l'Équateur ne s'assoie sur la liberté de la presse, ou que Dilma Rousseff ne soit destituée. Exactement, donc on a l'impression, parfois c'est comme ça qu'on en rend compte aujourd'hui, qu'on a une fin de cycle de ces gouvernements de gauche en Amérique du Sud. Et je crois que c'est là où il faut à la fois reconnaître les limites auxquelles ils se sont confrontés, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure, mais aussi voir comment ils contribuent aujourd'hui à constituer un patrimoine international sur lequel nous pouvons aussi tabler pour essayer de voir qu'est-ce que peuvent être des gauches du XXIe siècle. Alors la première chose qui me semble importante, c'est que, au moins pour certaines expériences, pas toutes, on pourrait là aussi faire des distinctions, mais on a eu la possibilité, à travers des innovations qui ont eu lieu dans certains pays, de voir comment est-ce que la démocratie représentative pouvait être enrichie par des formes de démocratie participative et délibérative. Donc il y a des exemples célèbres autour des budgets participatifs, mais pas seulement. Il y a aussi tout un ensemble de dispositifs qui permettent à ce que des arènes, des forums émanant de la société civile puissent être associés à la construction des politiques publiques. Ça veut dire que dans ce cas-là, les politiques publiques ne sont plus le monopole des experts, ne sont plus uniquement l'apanage des pouvoirs publics au niveau local ou national, mais peuvent aussi être alimenté par la réflexion d'un certain nombre de réseaux de la société civile. Mais plus en général, Jean-Louis Laville, est-ce que quand on dit que la gauche européenne aurait peut-être intérêt à avoir ce patrimoine dont vous parlez, des expériences de gouvernement vraiment à gauche en Amérique du Sud, est-ce qu'on parle d'une vision du monde? Est-ce qu'on parle d'une manière d'exercer le pouvoir? Est-ce qu'on parle de politique nationale ou d'initiative locale? Ou est-ce qu'on parle de tout ça à la fois?
on parle un peu de tout ça à la fois, au sens où les Sud-Américains ne pensent pas que ça soit un hasard que Dilma ait été destituée au moment où commençait à se mettre en place une banque d'Amérique du Sud entre les différents pays du continent qui permettait de s'autonomiser par rapport à des dépendances antérieures. Il y a aussi des avancées au niveau national. Et là, c'est vrai que on a aussi, je pense, des éléments qui nous sont fournis sur le plan économique. Parce qu'on est toujours pris en Europe entre soit la gestion de l'existant, soit au contraire l'allusion vague à un post-capitalisme. C'est vrai qu'un certain nombre de changements qui ont eu lieu, je pense à ceux qui ont été transcrits dans les nouvelles constitutions en 2008 en Bolivie, en Équateur, sont importants, je pense, pour nous aussi, parce qu'ils ont identifié en fait un nouvel objectif collectif qui n'est pas la croissance maximale. Aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on nous dit en Europe la croissance va repartir et puis ça va aller mieux. Plus personne n'y croit, mais on ne voit pas très bien ce qui pourrait s'y substituer. Là, effectivement, ils ont parié sur l'idée que l'objectif que pouvait se fixer un pays était celui du bien vivre pour tous et toutes. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ont associé à cet objectif des moyens. Alors il y a le moyen de l'État plurinational qui veut reconnaître aussi un certain nombre de collectivités qui ont leur fonctionnement propre au sein de la nation, mais il y a aussi l'objectif assez nouveau de l'économie plurielle, c'est-à-dire le fait qu'il y a besoin d'entreprises privées, qui sont nécessaires. Il y a besoin d'un service public qui permette aussi de remplir certains objectifs d'intérêt général, mais il y a besoin d'un troisième pôle de l'économie, c'est-à-dire une économie populaire qui jusqu'à maintenant avait plutôt été cantonnée dans l'informalité, c'est-à-dire c'était vraiment une économie qu'on considérait comme une économie plutôt de subsistance. Ce qui est très nouveau, c'est que des politiques publiques, des lois ont permis que cette économie populaire puisse être un vecteur de ce qui est visé, c'est-à-dire une économie solidaire qui soit un troisième composante de l'économie, pleine et légitime, pas une économie pour les pauvres, mais une économie de droit commun. Et ça, je pense qu'aussi, c'est une avancée qui est assez originale par rapport aux obstacles auxquels on se heurte en Europe. Mais alors c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Louis Laville, parce que cette question du bien-être pour tous, a priori c'est un objectif de tous les gouvernements de gauche, mais même si on regarde les expériences des gauches latino-américaines, des gauches de gouvernement, elles sont quand même très différentes. Tout en ayant le même objectif. Et on peut comparer ce qui s'est fait au Brésil, qui n'a pas rompu du tout avec le dogme au fond néolibéral et celui de la croissance, mais qui a quand même sorti des millions de personnes de la pauvreté, notamment avec ce qu'on appelait la Bolsa Familia, qui était une bourse pour les familles qui envoyaient leurs enfants étudier. Et c'est très différent de l'approche de l'Équateur, par exemple, de l'Équateur ou de la Bolivie, voilà. Qui était sur un mode de bien-être, mais beaucoup plus soucieux du développement qui préserve les droits de la nature, et pas seulement. Du coup, quand vous dites que finalement la gauche européenne aurait des choses à apprendre, est-ce qu'il faut qu'elle regarde d'abord vers le Brésil ou d'abord vers la Bolivie ? Mais même à l'intérieur du Brésil, la situation était complexe, parce que je citais à l'instant l'économie solidaire en Équateur, qui a été considérée comme un vecteur pour élargir les possibilités d'intégration dans l'économie formelle. Mais au Brésil, il y a eu une tension sur cette question, parce que Paul Singer, qui a été l'un des fondateurs du Parti des travailleurs, avait été nommé secrétaire d'État à l'économie solidaire. Lui envisageait ça à la fois dans une optique de co-construction et dans une optique également d'économie plurielle, mais il s'est heurté finalement aux positions qui sont restées dominantes, y compris dans le gouvernement Dilma, c'est-à-dire une segmentation entre d'un côté la politique économique qui restait relativement standard, mainstream, et puis de l'autre côté des politiques sociales qui, c'est vrai, permettaient par la redistribution d'alimenter un certain nombre de programmes qui ont permis une sortie de la pauvreté, et c'est pas du tout négligeable, mais on est resté dans ce cloisonnement entre économique et social au niveau de la politique d'ensemble. Il y avait des tentatives d'aller plus loin et de rejoindre peut-être un petit peu les tentatives d'Équateur au Brésil, mais elles n'ont pas réussi à convaincre au sein même du gouvernement du Parti des travailleurs. Et il y a une autre question qui se pose, parce que vous citiez donc les constitutions de la Bolivie ou de l'Équateur, constitution de l'Équateur qui est effectivement peut-être une des plus avancées du monde moderne.
En même temps, cette constitution la plus avancée du monde moderne, elle a été mise en place par Rafael Correa, homme charismatique, hein, et il y a un papier dans cet ouvrage de Monedero, hein, qui est un des intellectuels organiques de Podemos, mais qui est lui-même passé par l'Amérique du Sud, qui dit bien que pour accéder au pouvoir, pour créer ces changements sociaux, pour lui, il faut un peu des figures charismatiques. Sauf qu'aujourd'hui, Rafael Correa, on peut dire qu'on est passé du charisme à l'autoritarisme, voire à l'autocratisme. Donc, est-ce que vraiment cette étape est nécessaire et est-ce que ça invalide pas une partie de ces expériences ? Et je ne parle pas du Venezuela. C'est toute la discussion qui est d'ailleurs aussi signalée par Alberto Acosta, qui avait été le ministre de l'Industrie et le responsable de la Constitution en 2008, qui est devenu un opposant politique à Correa. Donc c'est vrai que c'est là où il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut rester nuancé. Je crois que, comme vous l'avez rappelé, cette Constitution est véritablement un objet de réflexion internationale et tout à fait emblématique de ce point de vue-là. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un certain nombre de dérives personnalisées, autoritaires, une sorte de caudillisme qui est très lié aussi au contexte sud-américain. Et donc, il y a aujourd'hui des difficultés, et c'est vrai que certains identifient, comme José Luis Coraggio, deux temps. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Équateur et la Bolivie, il y a eu des transformations qui ont été possibles parce que l'ensemble des partis politiques habituels ont été délégitimés. Et donc il y a eu, à partir des nouveaux mouvements sociaux, la constitution d'une force politique originale. Mais une fois que celle-ci a permis l'accession au pouvoir et qu'il y a eu le changement constitutionnel, c'est vrai qu'on est retombé dans des habitudes dans lesquelles la société civile est plutôt instrumentalisée que véritablement prise en considération. Donc on est dans des expériences qui sont ambivalentes, qui je crois on ne peut ni condamner ni mythifier, mais dont il faut voir à la fois les éléments positifs et négatifs. Et c'est un exercice compliqué hein, parce qu'il y a des articles très différents et votre livre, enfin le livre que vous co-dirigez couvre un champ assez vaste. Mais si je vous demandais 3-4 expériences concrètes des gauches latino-américaines dont la gauche européenne pourrait s'inspirer ? On pourrait dire peut-être 3-4 points. Le premier point, c'est la montée qui a été quand même plus prise en compte en Amérique du Sud tendanciellement que ça n'était fait en Europe, des initiatives citoyennes. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on reste dans une acception en Europe dans laquelle on identifie quelques événements, type Nuit debout, mais on n'arrive pas véritablement à voir ce que signifie la montée des initiatives citoyennes dans leur pluralité. Et je crois que dans un certain nombre d'expériences, je pense par exemple à ce qui s'est fait au niveau des banques communautaires au Brésil et qui a permis de développer de nouvelles formes d'activité dans des favelas ou dans des régions rurales déshéritées, ces expériences-là, parce qu'elles se sont appuyé à la fois sur des dynamiques politiques d'expression nouvelle et sur des dynamiques économiques qui aussi montraient que le capitalisme marchand n'est pas le seul à créer des richesses, des habitants qui se regroupent sur un territoire sont tout à fait en mesure de le faire. Ces initiatives citoyennes, je crois, elles ont commencé à être prises en compte, toujours dans les ambiguïtés, il faudrait être plus précis, mais quand même ce mouvement est en cours, comme il a pu commencer peut-être en Espagne aujourd'hui, à Barcelone, à Madrid ou à Saragosse, dans les nouvelles politiques municipales, mais ce n'est pas encore le cas en France. Et je crois qu'on n'a pas réalisé ce que signifiaient ces initiatives citoyennes en France aujourd'hui encore. Et le problème, ça serait qu'il y ait une ignorance mutuelle qui continue entre des initiatives citoyennes qui sont importantes parce que les gens n'attendent plus le retour de la croissance. Ils se sont engagés aujourd'hui pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ils se sont engagés publiquement et ils savent bien que cette croissance, elle ne sera pas au rendez-vous. Et en même temps, les politiques publiques, si elles continuent à ignorer ces initiatives citoyennes et à vouloir uniquement rassurer les marchés, se privent finalement de la base qui pourrait les soutenir, en tout cas si on parle dans l'optique d'une gauche du XXIe siècle. Donc ça, c'est le deuxième point qui me semble important. Comment est-ce que ces initiatives citoyennes ne peuvent pas aller au-delà d'un certain seuil si elles ne sont pas relayées par des grandes institutions, si elles ne sont pas relayées par des politiques publiques? Là, il y a eu des amorces aussi qui ont été faites en Amérique du Sud. Le troisième point, c'est peut-être que les Sud-Américains nous sensibilisent, je crois, à un phénomène sur lequel nous n'avons peut-être pas été assez vigilants, que l'on pourrait qualifier de manière un peu schématique comme la seconde vague du néolibéralisme.
Dans les années 90, avec le consensus de Washington, on a eu tout un ensemble de principes qui voulaient remettre en avant la concurrence et en faire un principe généralisé qui s'appliquait à tous les domaines. On a vu que ça a généré des réactions dans différentes sociétés, en Amérique comme en Europe, et il y a eu une réflexion, je crois, là-dessus, qui amène à ce qu'on a aujourd'hui un néolibéralisme différent, c'est-à-dire un néolibéralisme qui a intégré la question sociale. Aujourd'hui, il y a un discours néolibéral sur le social, c'est celui du social business, comme quoi il pourrait y avoir un capitalisme à but social, c'est celui des social impact bonds, c'est-à-dire des investissements à impact social qui permettraient de financiariser par des investisseurs privés certaines actions sociales. Il y a le vocabulaire de la venture philanthropie, une philanthropie plus soucieuse de rentabilité. Tout ça s'articule avec des grandes entreprises qui veulent mettre en avant la responsabilité sociale dont elles sont porteuses. Et donc, on a un nouveau discours, disons, néolibéral social, que nous n'avons pas véritablement identifié en Europe et auquel les Sud-Américains nous disent de faire attention. Parce que le néolibéralisme du début du XXIe siècle n'est pas le néolibéralisme de la fin du XXe siècle. Ça, je crois que c'est également quelque chose qui est important pour nous et sur lequel nous pouvons tabler, là encore, pour penser les défis auxquels nous sommes confrontés. Et puis, peut-être le dernier point, c'est que quand on regarde comment ça se passe en Amérique du Sud, je pense qu'il y a un travail entre les acteurs et les chercheurs qui est un peu différent et qui fait signe vers une place de l'intellectuel qui ne soit pas celle qui a été traditionnelle en Europe, mais qui aille plutôt dans le sens de ce que Burawoy appelle une sociologie publique, c'est-à-dire une manière de travailler. Voilà, un sociologue américain. Travailler sur l'usage des sciences sociales dans le débat et dans l'action publique. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'aujourd'hui des acteurs et des chercheurs peuvent travailler ensemble par rapport à certaines visées de société et qu'en faisant cela, les chercheurs ne rentrent pas dans une science militante, mais sont simplement soucieux de leur responsabilité citoyenne en même temps qu'exigeants du point de vue scientifique. Alors parmi les défis dont vous parlez d'une gauche ou de gauche du XXIe siècle, il y en a peut-être un principal, c'est la question de l'État. Je vais résumer à très grands traits, vous m'excuserez, quelques centaines de pages, mais vous montrez bien que la crise aujourd'hui des gauches, enfin la crise, je ne sais même plus s'il faut employer ce mot de crise, qui suppose qu'on va sortir, alors que là on est quand même dans un État qui est peut-être au-delà de la crise, mais enfin en tout cas l'État des gauches en Europe, elle vient aussi du fait qu'elle n'a pas réussi vraiment à repenser la question de l'État. Vous parlez plus souvent de réinventer la question de l'État. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une raison qui est sans doute que la social-démocratie telle qu'on l'a connue pendant les 30 Glorieuses, au fond, elle pouvait masquer ses faiblesses par un développement économique fort qui non seulement n'est plus au rendez-vous, mais ne doit plus être au rendez-vous si on veut tenir compte des limites d'une nature et d'une terre finie. Et puis, il y a ce fameux couple réforme-révolution, cette identification de la gauche au socialisme révolutionnaire, bolchevique, scientifique d'un côté, et à la social-démocratie de l'autre, qui fait qu'après la chute du mur et la fin du communisme, enfin du communisme réel en tout cas, la social-démocratie a semblé être la seule voie possible, et aujourd'hui on voit bien qu'elle est attaquée de toutes parts par des formes de capitalisme, de mondialisation, qu'elle est plus capable de répondre aux besoins des populations européenne. Donc on est à ce moment-là, je vous ai dit, je résume à grands traits, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites dans ce livre de comment on fait pour à la fois faire revenir des formes de puissance publique, enfin de puissance collective, sans vouloir simplement réhabiliter l'état-providence des 30 Glorieuses, qui a été aussi destructeur pour la nature, rempli de pollution, dont on voit les limites. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour prendre au fond ce qui a été une des critiques de la troisième voie en Grande-Bretagne ou de la deuxième gauche en France, de dire certains cadres de l'État westphalien, national, tel qu'on l'a connu, sont devenus obsolètes, mais sans en faire au fond du coup un cheval de Troie d'un capitalisme absolu comme une partie des tenants de la troisième voie et de la deuxième gauche en France l'ont fait. C'est vrai que là, vous soulevez plein de questions. La première question, c'est effectivement celle de l'essoufflement de la social-démocratie européenne, parce que, vous l'avez rappelé, elle était efficiente à partir du moment où la croissance marchande était importante. On rappelle que dans les années 60, c'est 5 à 6% de croissance en moyenne chaque année, et donc
la solidarité dans la social-démocratie est dépendante de la croissance marchande. À partir du moment où cette croissance marchande n'est plus au rendez-vous, à la fois pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons d'évolution structurelle des activités productives, parce qu'on est avec une place de plus en plus grande, 70 à 80% de l'emploi dans les services relationnels, donc à productivité stable, qui ne permettent pas des gains de productivité. Donc tous ces services sociaux, services de santé sont importants, éducation en termes de qualité de vie, mais ils ne permettent plus d'avoir les taux de croissance d'hier. Donc on est coincé dans la modalité d'action qui était celle de la social-démocratie. Et donc, parce qu'elle est toujours dépendante de ce retour de la croissance, finalement, elle dérive vers le social-libéralisme parce qu'elle n'a pas d'autre solution, parce qu'elle n'a pas remis en cause, justement, ce monopole du capitalisme marchand qui est valable en matière économique selon la social-démocratie. C'est vrai que vous soulevez un autre problème qui, je crois, est complémentaire, c'est que derrière l'essoufflement de la social-démocratie, il y a peut-être l'essoufflement de ce qu'on pourrait appeler la matrice des gauches du second 19e siècle. C'est-à-dire que bolchevisme comme social-démocratie se sont caractérisés par un déterminisme économique et par une négation des médiations toujours complexes entre sphère politique et sphère économique. Donc on a eu des modalités de changement qui ont été des modalités trop simplistes, qui n'ont pas pu véritablement s'adapter à une société de plus en plus individualisée. Et on est tombé à ce moment-là dans des critiques tout à fait légitimes de l'État social traditionnel qui était trop standardisateur. Alors, quand on voit aujourd'hui où on en est, ce qui est paradoxal, c'est que ça fait revenir Lars Hulgaard ou Mathieu de Nanteuil en parlent dans leur chapitre, finalement des débats qui étaient presque ceux de la Première Internationale, toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'on avait choisi, à partir des débats du mouvement ouvrier, de privilégier des organisations de masse, des formes de négociation collective centralisées et des formes de redistribution. Si on prend la social-démocratie dans les pays scandinaves, là où elle était la plus forte et là où elle a permis de beaucoup réduire les inégalités. Et puis, on avait oublié une autre tendance du mouvement ouvrier qui mettait plus l'accent sur, non pas la redistribution, mais la réciprocité, c'est-à-dire l'action collective entamée par des collectifs qui sont basés sur les principes de liberté et d'égalité. Et finalement, peut-être que l'avenir de la gauche, c'est de revenir à des questions qui avaient été posées dans la période pionnière, c'est-à-dire de marcher sur deux pieds. Le pied de la redistribution étatique, parce qu'on a besoin de toute façon qu'il y ait la possibilité de compenser les inégalités de dotation qu'il y a au départ dans toute société, mais aussi de plus tabler, d'où ce rôle nouveau de la société civile, sur des actions collectives que les gens mettent en place sur différents territoires, parce que justement, ils sentent bien que l'État tout seul ne peut plus aujourd'hui résoudre un certain nombre de problèmes. Et c'est là où on a une difficulté peut-être en France plus que dans d'autres pays, parce qu'on confond le retour du public et l'étatisme. Et en fait, c'est ça aussi dont les auteurs sud-américains nous aident à sortir. Je crois quand Boaventura de Sousa Santos, dans son chapitre, parle de la réinvention de l'État, c'est bien un nouvel État et ce n'est pas le retour de l'État-providence traditionnel. Donc il faut qu'on invente une nouvelle composante de la solidarité démocratique, qui soit à la fois basée sur la redistribution publique, mais aussi sur la réciprocité entre citoyens, pour faire que les gens ne reçoivent pas simplement de l'État, mais contribuent aussi à cette solidarité qui est créée ensemble dans une société, si on veut qu'elle soit vraiment ancrée dans cette société et que ça ne soit pas simplement distribué par une institution. Et pour ça, à vous lire, il faudrait faire ressurgir la mémoire un peu enfouie de l'associationnisme. Qu'est-ce que vous désignez par ça et en quoi c'est différent de... Parce qu'on a des coopératives, on a de l'économie solidaire. Alors, c'est là où vous voyez les problèmes de demain sont éclairés par les questions d'hier encore. C'est-à-dire que je crois qu'on est victime, c'est un peu ce que j'essayais d'indiquer à travers la matrice des gauches du second 19e siècle, en reprenant les termes d'Hobsbawm. On a un récit évolutionniste qui s'est répandu à partir du second 19e siècle et qui continue encore aujourd'hui, de Engels à Harvey,
hein, qui nous raconte que au départ, il n'y avait que des utopismes et que finalement, c'est au second 19e siècle que s'est formalisé le socialisme scientifique et que l'on a pu aller vers le progrès. Or, je crois que cette histoire officielle est très questionnable. Et il me semble que c'est corroboré par tout un ensemble de travaux historiens récents. Je pense aux travaux de Rio-Sarcey sur l'histoire souterraine du XIXe siècle, de Gribaudy, de Hayat, mais aussi à des travaux qui sont faits par de jeunes historiens en Catalogne, par exemple. Et il s'agit de revisiter le premier XIXe siècle, en disant que ce qui s'est passé dans l'associationnisme ouvrier ou paysan, c'était peut-être pas cet utopisme qu'on nous a raconté pendant des décennies, mais c'était peut-être autre chose. C'était une volonté d'auto-organisation, et aussi une volonté, je pense que ça aussi c'est un message qui est important pour nous, de penser la transition. Parce que les associationnistes ne se réduisaient pas aux utopistes. Certes, ils avaient été inspirés par des écrits, mais ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas créer un monde parfait, mais qu'ils essayaient de réduire les inégalités. Et ils voyaient bien comment leurs expériences sociales associationnistes devaient à un moment donné s'articuler avec une nouvelle action publique pour justement avoir la possibilité de transformer les choses. Donc d'une certaine façon, c'est un message extrêmement actuel, me semble-t-il, au regard des expériences sud-américaines et que l'on a tout intérêt à retrouver, mais ça suppose que l'on retrouve cette mémoire dont nous avons été privés par le récit officiel depuis le second 19e siècle. Mais alors si les gauches du XXIe siècle doivent en passer par la réactivation de certains souvenirs du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, on pourrait prendre un autre exemple qui est la manière dont Marcel Mauss avait critiqué un peu le fétichisme politique et d'ailleurs étatique au fond de Marx et du communisme. Avec un argument, je paraphrase, hein, ce n'est pas des citations exactes, mais que les communistes étaient au fond des sociologues naïfs parce qu'ils pensaient qu'il suffisait de la loi pour créer un ordre souverain, alors qu'en fait la loi ne pouvait être active que si elle sanctionnait une morale et traduisait une mentalité. Exactement. Mais comment est-ce qu'on... Du coup, si on se dit que ça aussi, c'est un débat intéressant pour la gauche du XXIe siècle, hein, loi, morale, mentalité, comment est-ce qu'on agit sur les mentalités et la morale à l'ère de l'individu, qui n'est pas non plus l'ère où se sont créées ces discussions assez effectivement passionnantes? Sans faire de l'autoritarisme, justement. Oui, et donc c'est vrai que là où Mauss était pertinent quand il faisait son appréciation sociologique du bolchevisme, c'est qu'il montrait bien comment le déterminisme économique arrive au fétichisme politique, vous l'avez dit, c'est-à-dire sur un volontarisme étatique qui veut changer la société un peu par décret. Et c'est là où je crois qu'il faut essayer de trouver cette nouvelle combinatoire entre les initiatives qui émanent de la société et la manière dont celles-ci peuvent être soutenues, amplifiées par des politiques publiques. Parce que l'ère de l'individu, c'est aussi l'ère des micro-engagements publics, c'est-à-dire d'une multiplicité d'engagements invisibles qui ne renvoient pas forcément à des causes agrégées, mais qui sont là et à partir duquel il est possible de tenir compte des expériences pour justement établir des politiques publiques qui soient plus fonction de ce qui se passe déjà. Le prisme du changement vers lequel Mauss ou Polanyi nous conduit, c'est une idée d'un changement que les politiques publiques peuvent accompagner, amplifier, stimuler, mais qu'elles ne peuvent pas créer ex nihilo, parce qu'effectivement, il faut que la société soit prête. Alors la société, c'est vrai qu'elle est complexe, elle est à la fois très individualisée, contradictoire et égoïste à certains égards, et puis en même temps avec beaucoup de gens qui s'engagent dans des expériences citoyennes, on vient de le noter, et je crois qu'à ce moment-là, c'est la responsabilité publique, c'est-à-dire de aussi aller dans le sens de ce que Dewey appelle la démocratisation réciproque de la société civile et de l'État. C'est-à-dire que la société civile n'est pas idyllique, ce n'est pas un paradis. L'État, lui, peut sombrer dans l'autoritarisme. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un nouvel équilibre à trouver entre les deux? Et c'est peut-être ça aussi la limite de la deuxième gauche en France, de la troisième voie en Europe, c'est d'avoir pensé que l'on restait dans un dualisme marché-État qui est le dualisme qui a imprégné tout le XXe siècle. Peut-être qu'en
mettant une troisième polarité qui est celle de la société civile et en confondant pas justement le marché et la société civile, montrer que la société... la deuxième gauche ou la troisième voie. Voilà, exactement. Si on arrive véritablement à tenir compte de ce qui se passe dans la société civile, ça suppose des traductions politiques un peu nouvelles, hein, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais je crois que c'est véritablement un message qui est de plus en plus prégnant si on considère ce qui s'est passé en Amérique du Sud, mais aussi ce qui commence à se passer en Europe du Sud. Oui, mais alors ce que vous dites recouvre un peu qu'on sent un peu bouger dans les cadres théoriques de la gauche, c'est-à-dire qu'on peut dire que finalement la gauche marxiste puis critique a mis la focale sur la question des dominations, de la domination, que la social-démocratie a mis la focale sur la question de la protection, et qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est bien d'émancipation. Et en même temps, on ne voit toujours pas très bien ce que c'est une politique d'émancipation. Parce que... Je pense qu'on a besoin à la fois de protection et d'émancipation. C'est un peu ce sur quoi met l'accent Nancy Fraser dans sa contribution, mais je crois que c'est très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la classe moyenne dévisse, c'est-à-dire que tout ce qui avait été acquis dans les 30 Glorieuses au niveau de l'homogénéisation de la condition salariale est en danger. Et donc il y a beaucoup de gens qui se sentent en risque, qui ont peur pour leurs enfants. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut qu'il y ait des nouvelles formes de protection qui soient garanties par les institutions, mais il faut aussi qu'il y ait des formes émancipatrices, c'est-à-dire qu'il y ait plus de latitude. Une politique émancipatrice? Une politique émancipatrice, c'est par exemple, prenons ce cas-là, favoriser toutes les formes de collaboration, on dit aujourd'hui de commun, de formes de production nouvelles qui sont basées sur la coopération et qui sont en train de se mettre en place. Parce que si ce n'est pas soutenu par les pouvoirs publics, ça va être capté par le nouveau capitalisme. Donc je pense que c'est à partir des émergences qui se font jour dans la société que l'on peut essayer d'identifier justement où est l'émancipation. L'émancipation ne va pas être dans la tête d'un leader charismatique justement, il ne faut pas qu'elle le soit, il faut qu'elle soit l'émanation de ce qui se passe déjà et la reconnaissance de ce qui se passe déjà. Ce sera ma dernière question. Votre co-directeur du livre, José Luis Coraggio, écrit « En résumé, si le sens des nouvelles gauches est de protéger l'humanité du suicide collectif auquel la mondialisation capitaliste la conduit, cela suppose non seulement d'identifier les tâches politiques spécifiques à chaque réalité locale, mais aussi de lutter ensemble, nord et sud, contre les valeurs encore hégémoniques de capitalisme, de modernité, de colonialité et de patriarcat. » La question que je me pose après avoir lu ça, c'est comment est-ce que concrètement se font cette lutte commune, parce que vous m'avez bien dit que ce livre était un peu issu du processus du Forum social mondial, de l'altermondialisme. Aujourd'hui, ce mouvement, on a l'impression qu'il s'est un peu évaporé, même si d'une certaine manière, le mouvement climat qu'on a vu autour de la COP21 est un peu reconstitué, ce mouvement altermondialiste. Mais du coup, quels sont les territoires de ces luttes communes entre le Nord et le Sud, dont on nous dit sans arrêt que les intérêts sont divergents, qu'on peut pas imposer aux pays moins développés d'avoir des engagements économiques beaucoup moins polluants et prédateurs que ce qu'ont été les pays occidentaux? Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, je crois que la première chose, c'est d'essayer de voir les enfermements qui sont ceux de la théorie critique eurocentrée habituelle. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'analyses sur la domination, sur la reproduction, vous en parliez à l'instant, mais en même temps, on a oublié un certain nombre de facettes de la réalité, et ça c'est ce sur quoi nous alertent les collègues sud-américains, c'est ce qu'ils appellent la sociologie des absences et des émergences. Sociologie des absences, ça veut dire pas simplement travailler sur les dominations, mais travailler sur ceux qui ont été exclus du paysage, qu'on ne voit plus, comme on ne voit plus l'associationnisme du début du 19e siècle. Donc essayer de retrouver, et ça effectivement ça prend un sens particulier par rapport aux cultures indigènes d'Amérique du Sud, évidemment avec la colonisation, mais c'est pas simplement une réalité d'Amérique du Sud, c'est aussi une réalité qui nous concerne. Tout un ensemble de formes économiques ont été invalidées symboliquement pour qu'on naturalise le capitalisme marchand
pendant le 19e siècle. Et je pense qu'il faut qu'on revienne sur cette histoire, qu'on la revisite. Il faut aussi que l'on apprenne à ne plus être fasciné par une alternative grandiose, qui est l'alternative avec un grand A, mais qu'on soit beaucoup plus attentif aux émergences, c'est-à-dire à la façon... Oui, être radicalement critique d'une situation radicalement immuable, voilà, pour exactement, reprendre les termes de Rancière. Exactement. Et puis, c'est vrai que ce sur quoi José Luis Coraggio met l'accent, c'est sur le fait qu'il y a la nécessité de travailler ensemble. Alors cette nécessité de travailler ensemble, elle n'est pas évidente, parce qu'on vient d'histoires qui sont différentes, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'oppositions, mais en tout cas c'est le pari qu'ont fait les auteurs de ce livre. D'une part, ce n'est pas des auteurs qui sont dans le cynisme, c'est-à-dire qui pensent tous qu'il y a des possibilités de démocratiser les sociétés contemporaines, même si on voit bien qu'il y a les tensions qui sont très présentes au niveau social comme au niveau écologique, mais aussi au niveau culturel. Ce sont des volontés aussi de s'inscrire dans un débat. C'est-à-dire que dans ce livre, vous n'avez pas la juste ligne qui conviendrait de suivre. Oui, il y a des articles qui sont, par exemple, totalement contre le développement, alors que d'autres pensent qu'un développement durable un peu plus radical pourrait être envisageable. Voilà, c'est l'un des débats qu'il y a. Est-ce qu'il faut rompre avec l'idée de développement ou est-ce qu'une version forte du développement durable est en mesure de répondre aux défis? Donc c'est l'une des préconisations. Ce qui me semble également émaner de ce que dit José Luis Coraggio et ce sur quoi nous devons continuer à travailler ensemble dans un processus qui est encore très largement à construire, puisque là c'est une première exploration, c'est je pense voir comment nous avons besoin de diversité, pas simplement de biodiversité, mais aussi de sociodiversité dans la société pour qu'on puisse avoir une société respirable. Et je pense que si on voulait résumer en une formule, là encore trop simple, contre l'uniformisation néolibérale qui nous dit qu'il n'y a qu'une façon de faire de l'économie, qui veut retrouver une espèce d'ordre moral sur lesquels on va tabler pour que les pauvres puissent être intégrés à condition que leur comportement soit conforme. Contre cette vision, je pense que la vision qui est mise en avant là, c'est une vision effectivement de respect de la diversité et comment la diversité peut à un moment donné renforcer la démocratie, renforcer la dynamique démocratique, même si ça appelle de nouvelles constructions qui ne sont pas tout à fait encore disponibles, qui sont les constructions entre société civile et politique publique. Merci beaucoup. Donc, à la fois point d'aboutissement et point de départ, Les gauches du XXIe siècle, un dialogue nord-sud, c'est publié aux éditions Le Bord de l'eau. Merci beaucoup, Jean-Louis Labelle. Merci à vous.